Ok, bonjour, bienvenue à tous dans notre nouvel Vega Live dédié à l'industrie agroalimentaire et plus particulièrement à l'industrie des boissons et des produits liquides alimentaires. Donc aujourd'hui, pour animer ce webinaire, je suis avec Julien Filbert. Bonjour, bienvenue à tous. Donc il est responsable grand compte et projet chez Vega et pour ma part, je suis Luc Huch, responsable des ventes France. Donc je vais laisser la main à Julien qui va nous expliquer comment va se dérouler ce webinaire. Alors on va passer une trentaine de minutes ensemble au cours desquelles on va vous présenter en fait les différentes solutions Vega pour faire de la mesure de niveau, de pression ou de la détection de niveau. On va utiliser les maquettes que vous pouvez voir derrière nous pour mettre en situation les appareils et vous montrer en fait leur capacité de mesure ou de détection. Je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, Luc. Merci Julien. Donc effectivement, alors Vega, nous sommes spécialistes en mesure de niveau, pression et détection de niveau. Donc Julien, peux-tu nous montrer les applications principales auxquelles on va faire face dans cette industrie? Alors en effet, on va utiliser cette animation pour déjà voir un certain nombre de capteurs. On va notamment retrouver des transmetteurs de pression, ici par exemple pour protéger une pompe contre l'anti-marche à vide. On peut retrouver également des transmetteurs de pression pour mesurer la pression du ciel gazeux quand le réservoir est sous pression, ou alors pour mesurer en fait la pression dans le circuit de la double enveloppe lorsqu'on a une double enveloppe pour chauffer le réservoir. On peut également utiliser des transmetteurs de niveau type technologie radar montés sur le toit du réservoir. L'avantage de cette technologie, c'est que vous êtes sans contact avec le produit. Et là, un certain nombre d'autres avantages, notamment quand vous avez des applications, vous avez de la condensation, vous avez du colmatage. Vous pouvez également avoir des agitateurs. On peut également être dans des phases de nettoyage type NEP-CEP avec des boules de nettoyage. En tout cas, ce qu'on va attendre des capteurs, peu importe que ce soit un transmetteur de pression ou un radar, c'est de toujours mesurer avec fiabilité et précision. On va commencer par la technologie radar et je vais laisser en fait la main à Luc. On va mettre sous tension un petit peu le transmetteur radar, notamment pour de la condensation. Oui, merci Julien. Donc ici, on a préparé une maquette. Alors on a mis un capteur, on l'a monté tête bêche. C'était difficile d'avoir une cuve et d'être au sommet de la cuve. Donc on mesure tout simplement le toit ou le plafond de la salle. Donc on a un capteur qui émet vers le toit de la salle et on a l'indication de la distance de vide. Donc c'est un VegaPulse 64, donc c'est fait partie de la dernière génération des capteurs Vega. On travaille à 80 GHz avec ce capteur. Et quel est l'intérêt de travailler à cette fréquence? L'intérêt réside dans l'angle d'émission du capteur, puisqu'on va émettre sous un angle de 3 degrés, spécifiquement pour cet appareil qui est en DN 80, donc un angle très réduit. Donc il va nous permettre de travailler dans des conditions un petit peu difficiles, dans des milieux étroits, s'il y a des pales d'agitation, des contre-pales, mais aussi qui bénéficie d'une grande dynamique de signal. Alors la grande dynamique de signal, ça vous permet en fait de récupérer des signaux même de toute faible amplitude reflétés par le produit et de travailler dans des conditions extrêmes. Donc on a parlé de condensation, effectivement, lorsqu'on est dans un réservoir en industrie agroalimentaire, qu'est-ce qui peut se passer? On a des nettoyages NEP-CEP, on va arroser le capteur et il faut quand même pouvoir fonctionner malgré les dépôts sur le capteur. Donc je vais d'abord regarder si mon capteur fonctionne bien. Donc je le remonte et on voit sur l'afficheur digital à ma droite que la distance diminue. Hop, je redescends le capteur, je le repose en position initiale, il retrouve sa valeur de mesure. Donc là, j'ai un pulvérisateur avec de l'eau à l'intérieur. En Alsace, on dit un spritz. Donc je vais spritzer avec le pulvérisateur sur le capteur. Alors je suis généreux, on est toujours généreux chez Vega, donc j'en mets beaucoup. Et on voit que malgré la condensation, le signal n'est pas perturbé. Alors, ça, c'est quand la cuve est vide. Maintenant, on va imaginer que le niveau se remplisse. Donc, je vais faire bouger mon capteur et le monter petit à petit vers le sommet. Et donc, on voit bien que la mesure évolue correctement en fonction de la distance qui diminue. Je repose le capteur et puis je vais tout de suite remettre en état ma maquette et la nettoyer. Alors en effet, la condensation, c'est une des premières problématiques que l'on peut avoir, mais il y a d'autres problématiques. On parlait des liquides, mais on a également les produits qui peuvent être pâteux, comme de la moutarde, comme de la crème, ou également comme de la pâte à tartiner. D'ailleurs, Luc, j'ai quelque chose pour toi. Tu as oublié ton pot de Nutella ce matin au petit déjeuner. Tu peux peut-être l'utiliser pour nous montrer comment se comporte le VegaPulse lorsqu'on a du colmatage? Ouais. Pas de problème. Bon Nutella,
Donc une petite pâte à tartiner aux noisettes, et puis on va en mettre un petit peu. On est généreux, hein. Comme j'ai dit, on est toujours généreux chez Vega, donc on en met bien sur la membrane du capteur, et on regarde comment se comporte la mesure. Donc j'ai toujours la bonne valeur de mesure, la distance entre le capteur et le plafond. Donc maintenant on va voir si je rapproche le capteur du toit, si j'ai une bonne évolution du signal. Donc on voit la distance qui diminue, et je reviens à ma position initiale. Je retrouve le 0 du capteur de mètre 18 ou 19, quelque chose comme ça. Donc voilà, malgré la condensation, malgré le dépôt sur la surface de la membrane du capteur, je n'ai pas de dysfonctionnement. Alors un autre point intéressant sur le radar, au final, c'est aussi son insensibilité aux variations de température. L'onde électromagnétique n'a pas besoin de support pour se propager, ce qui fait que même s'il y a des variations de température, notamment pendant les phases de nettoyage, en fait, on ne va pas avoir d'influence sur le signal de mesure. Donc on peut mesurer jusqu'à des températures de 200 degrés au niveau de la membrane du capteur, et sous des pressions allant jusqu'à 25 bars. En termes de gamme, je récupère juste ce capteur. En termes de gamme, on va avoir un capteur qui va être customisable ou adapté en fonction du process. Donc on va bénéficier de différents types de boîtiers qui peuvent être en inox, en aluminium ou en matière synthétique. En alimentaire, c'est vrai que souvent on utilise de l'inox poli comme ce capteur. Et on va avoir différentes interfaces de liaison au process en fonction de nos besoins. Si on a besoin de raccords aseptiques, on va pouvoir bénéficier de raccords aseptiques type raccord clamp, mais ça peut être du CMS, de l'union ou du raccord DIN. Donc ça fait partie de la gamme de capteurs plutôt dédiés au process, là où on va être soumis à un APSEP. Et en parallèle, on va avoir une gamme beaucoup plus compacte pour des applications plus simples. Donc c'est la nouvelle génération de capteurs qui est sortie en 2020, donc il y a déjà un peu plus d'1 an maintenant. Donc c'est des appareils qui intègrent aussi la technologie 80 GHz, mais par contre qui ont moins de performance d'un point de vue tenue en température et tenue en pression, puisque ce sont des capteurs compacts en matière synthétique. Alors on a la même performance en termes de signal, par contre en tenue température, comme je l'ai dit, on va être limité à 80 degrés et en pression à 2 bars. Néanmoins, si je suis dans le domaine agroalimentaire ou pharmaceutique ou alimentaire, je vais pouvoir utiliser quand même ce capteur en interfaçant une contre-pièce aseptique. Donc il suffit de visser cette contre-pièce aseptique pour rendre le capteur compatible aux applications dans le domaine alimentaire. Mon acolyte sourit parce que ma langue a fourché. Et voilà, donc j'ai monté ma contre-pièce aseptique. Et à ce moment-là, je suis conforme à FDA ou EHEDG et je peux l'utiliser en process alimentaire. Cependant, éviter les NEP puisque ma température maxi reste quand même de 80 degrés au niveau du capteur. Donc voilà, on a fait le tour, je vous ai présenté la partie radar et maintenant on avait parlé en tout début de présentation de la partie pression. Effectivement, on retrouve beaucoup de transmetteurs de pression pour de la mesure de niveau ou de la mesure de pression en canalisation. Et je vais laisser la main à Julien pour les présenter. Alors en effet, on a possibilité d'utiliser les transmetteurs de pression pour faire des mesures sur des gaz, de l'air comprimé ou des gaz d'inertage, donc directement dans des conduites, comme on peut le voir sur cette animation. On peut utiliser les transmetteurs de pression pour faire de la mesure de niveau. Quand le bac est à l'atmosphère, on va positionner le capteur en pied de bac et on va faire de la pression hydrostatique. Mais dans certains cas, on peut avoir également des bacs qui sont sous pression, comme on voit ici. C'est un exemple dans une brasserie. Et donc là, on va utiliser ce qu'on appelle de la pression différentielle. Donc vous avez une prise de pression en pied de bac qui va mesurer la hauteur de liquide plus le ciel gazeux. On a une prise de pression en haut de bac qui va prendre la pression du ciel gazeux et on va faire la différentielle pour connaître finalement quelle est la hauteur de liquide dans le réservoir. Alors pour faire ce type de mesure de pression différentielle, il existe aujourd'hui 2 technologies. La pression différentielle conventionnelle, donc je me décale sur ce modèle pour vous expliquer. La pression différentielle conventionnelle, c'est le montage que l'on a ici. Donc on a un transmetteur. Et on va utiliser 2 prises de pression par le biais de séparateurs, par exemple. Donc un séparateur est installé en pied de bac, un séparateur est installé en haut de bac, et on va renvoyer en fait la pression mesurée par la membrane par le biais de capillaires remplis d'huile de remplissage. Et on va faire la différentielle au niveau du transmetteur. Donc ça, c'est une installation conventionnelle qui est très bien connue.
Elle a certaines contraintes. En effet, lorsqu'on veut faire une mesure avec précision, généralement, il ne faut pas descendre sur une membrane inférieure à DN80, voire des fois DN100 en fonction des pressions que l'on souhaite mesurer. Donc un encombrement de la prise de pression qui est assez importante. Le transmetteur, il faut faire attention à comment on le positionne par rapport aux prises de pression. Ça peut générer des erreurs de mesure. Et également, lorsqu'on a un capillaire rempli d'huile, il faut savoir que l'huile peut, en fonction des variations de température, se dilater ou se rétracter. Ça va générer des erreurs de mesure. Juste pour mettre ça en évidence, on va utiliser la maquette qui est là et le décapeur thermique que j'ai ici. Donc je vais le mettre en route, ça va faire un petit peu de bruit. Et je vais chauffer en fait les capillaires pour accélérer la variation de niveau. Ici, vous avez la valeur qui nous indique une hauteur de 193 mm, un peu plus, 1,5. Je mets en route le décapeur thermique et on regarde qu'est-ce qui va se passer. Donc, je vais chauffer les capillaires. Et au bout de quelques secondes, on va voir que la valeur indiquée sur l'afficheur va varier, elle va augmenter. Donc on voit là qu'on commence à augmenter, on est passé à 194, 195. Donc plus je vais chauffer, plus je vais dilater finalement l'huile à l'intérieur du capillaire et donc générer une erreur de mesure. En réalité, le niveau dans le réservoir n'a absolument pas changé, donc l'erreur vient vraiment, je vais couper, ça fera un peu moins de bruit, l'erreur vient vraiment en fait des variations de température de l'huile qui se dilate à l'intérieur du capillaire. Donc ça c'est un montage conventionnel et en parallèle on va avoir le montage en pression différentielle électronique. C'est ce qu'on rencontre de plus en plus souvent. L'avantage en fait de la pression différentielle électronique, il y en a plusieurs des avantages, ils sont multiples. Le premier avantage, c'est que vous n'avez plus de capillaire avec de l'huile. En fait, vous allez faire communiquer les capteurs par le biais d'un câble en 4 fils, un câble standard d'instrumentation. Et les capteurs vont communiquer en numérique, donc vous affranchissez des erreurs de mesure que vous pouvez générer avec l'huile de remplissage dans les capillaires. Autre avantage, ici vous avez des piquages qui sont similaires, mais en réalité on va pouvoir travailler sur des membranes de taille beaucoup plus petite. Donc on peut travailler sur des piquages beaucoup plus petits et donc simplifier l'installation en termes d'encombrement mécanique et de montage. Et enfin le dernier avantage, c'est que vous allez utiliser des capteurs de pression tout à fait standards. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On peut notamment avoir deux familles de capteurs, ce qu'on appelle les Vegabar 83 et Vegabar 82. Le 83 en fait va être avec une membrane métallique, donc c'est la membrane que vous voyez là. L'avantage de cette membrane, c'est qu'elle est soudée directement sur le raccord process, donc parfaitement arasante, parfaite pour des applications hygiéniques. Le revers en fait, de cette membrane, c'est qu'elle est remplie d'huile de remplissage, un peu comme les séparateurs. Elle est surtout très sensible si vous avez besoin de nettoyer la membrane par exemple, ou si vous avez des produits qui peuvent être abrasifs, vous pouvez percer la membrane et donc après diffuser l'huile de remplissage dans votre process. Ça peut éventuellement polluer votre process. En parallèle de ça, on va avoir le Vegabar 82 qui va être lui avec une membrane céramique. La membrane céramique a l'avantage d'être très robuste à l'abrasion, très robuste aux surpressions. C'est une cellule sèche, donc vous n'avez pas d'huile de remplissage. Donc même si la membrane se casse, derrière, vous êtes sûr de ne pas polluer votre process. Un de ses désavantages, c'est qu'on ne peut pas souder la céramique au métal. Donc on est obligé de passer par une étanchéité avec des joints élastomères. Donc c'est important de bien dimensionner le joint en fonction du produit que vous allez vouloir mesurer. À partir du moment où on a cette compatibilité, il n'y a aucun souci pour utiliser ce type de membrane. Donc finalement, on peut utiliser des capteurs tout à fait classiques de ce type-là. On peut même combiner les deux. On peut imaginer un capteur en pied de bac avec une membrane métallique et un capteur en haut de bac avec une membrane céramique et les faire communiquer l'un avec l'autre pour avoir de la mesure de pression différentielle électronique. On parlait de la membrane céramique, notamment la robustesse. Donc je vais laisser la parole à Luc maintenant et il va vous faire une petite démonstration pour vous montrer à quel point la céramique est robuste, notamment contre l'abrasion. Voilà, on vous a préparé un petit modèle pour mettre en évidence la résistance de la cellule céramique. Donc on a un capteur de pression ici, un Vegabar 82. Qui est installé avec la membrane vers le haut, un peu comme dans une cuve si on voulait faire une mesure de niveau. Donc on a le capteur qui est vissé à l'intérieur d'une parabole.
comme si on était dans un fond de cuve. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vérifier que le capteur fonctionne bien. En appuyant sur la membrane, on devrait voir une évolution du signal qui est ici. Donc, vous pouvez contrôler cette information. Et dès que je relâche la pression sur la membrane, le capteur revient à sa position initiale. Donc, nous, on veut mettre en évidence finalement la résistance du capteur à l'abrasion. Donc, pour faire, j'utilise une petite éponge abrasive, un peu comme pour faire la vaisselle. Et donc, avec cette éponge abrasive, je vais aller frotter la membrane du capteur et puis on va voir ce qui va se passer. Donc, je frotte la membrane, je nettoie bien. Et pendant que je frotte, évidemment, la valeur évolue. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est si la valeur de mesure revient bien à sa position initiale après avoir frotté avec la membrane, avec l'éponge abrasive. Ce qui est le cas, normalement. Deuxième application, on va monter un peu dans la difficulté. Je vais utiliser une brosse, comme si je fais la vaisselle, une petite brosse pour frotter les plats. Donc avec des grains, des poils en matière synthétique. Puis je vais frotter ma membrane de la même manière en appuyant bien fort. Donc on doit voir la pression évoluer forcément puisque j'appuie sur la membrane. J'arrête de frotter et donc normalement la cellule de mesure retrouve sa valeur initiale. Donc on revient bien à 0 millibar. Alors ça c'est quand même assez facile pour la cellule de pression, la cellule céramique. On va monter en difficulté et on va utiliser une brosse abrasive avec des poils en ferraille. On utilise ça des fois pour décaper les métaux. Et ben, je vais utiliser cette même brosse et on va voir ce qui va se passer sur la cellule de mesure. Donc je frotte en appuyant. Donc forcément, j'ai une évolution de la pression pendant que je frotte. Et dès que j'arrête de frotter, je retrouve ma valeur initiale. Donc maintenant, on va juste vérifier que le capteur fonctionne correctement. Et donc pour vérifier ça, je vais tout simplement appuyer sur la membrane et on devrait voir évoluer la valeur de pression, donc en fonction de la pression que j'applique sur la cellule de mesure. Et dès que je relâche cette pression, donc la valeur revient à sa position initiale. Hop, je ressors. Alors, quel est l'intérêt de la céramique? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va frotter la cellule de mesure avec une brosse métallique. Par contre, dans certains process alimentaires, agroalimentaires ou même pharmaceutiques, on peut avoir des charges solides à l'intérieur. Alors si je suis dans les process alimentaires et on prend l'exemple du chocolat, je peux avoir des noisettes, des copeaux d'amandes, je peux avoir des grains de café à l'intérieur. Et s'il y a des racleurs, forcément, on va frotter sur la cellule de mesure. Et si j'ai une cellule métallique, je vais la détériorer. Donc dans ce cas de figure, on a tout intérêt à passer avec une membrane céramique. Alors, ce n'est pas le seul avantage de la membrane céramique, il y a un autre avantage de la membrane céramique, notamment lorsqu'on l'utilise capteur de pression dans les canalisations. Et là, c'est Julien qui va nous faire une démonstration, parce que Julien, il a des muscles et il a envie de se défouler. Donc, on va regarder ce qu'il va nous faire avec les capteurs de pression céramique. Merci Luc. Donc, en effet, on parlait des chocs de pression ou des coups de bélier. Lorsqu'on va fermer une vanne, ça peut générer en fait des chocs de pression. Et donc, on va utiliser la maquette qui est ici. Je vais poser cela pour éviter de le casser. Donc, pour vous faire la démonstration finalement des chocs de pression. Donc sur cette maquette, on va retrouver un transmetteur de pression qui s'appelle le Vegabar 38, qui est un capteur avec une membrane céramique. Une des spécificités de cet appareil, vous pouvez le voir, c'est l'anneau lumineux à 360 degrés qui permet de connaître en fait l'état du capteur. Une autre spécificité, c'est que le capteur peut travailler en 420 mA, donc en transmetteur de pression, et vous délivrez en temps réel quelle est la pression. Mais on peut également lui demander de travailler en pressostat électronique. Il peut intégrer notamment 2 seuils, des sorties transistors, et donc vous pouvez configurer les seuils en fonction du besoin. Pour cette démonstration, on utilise le capteur en pressostat électronique, on lui a mis un seuil, et puis vous voyez que le capteur est branché sur un circuit hydraulique avec un manomètre qui va vous permettre de suivre quelle est la surpression qu'on va appliquer, notamment grâce à l'aiguille rouge, qui est l'aiguille suiveuse de surpression. Et ce vérin hydraulique, donc si j'appuie sur le vérin, déjà on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau du capteur. Donc je vais appuyer. On voit qu'en fait, quand j'atteins le seuil, l'anneau lumineux change de couleur, et si j'appuie vraiment beaucoup plus fort, voilà. L'anneau lumineux passe au rouge et clignote, tout simplement parce qu'on est sorti de la plage de configuration, donc le capteur s'est mis en défaut, et on lui a demandé de basculer au rouge et de clignoter. Maintenant, on va simuler la surpression. Pour ça, je vais utiliser ce maillet, et puis je vais appliquer le choc de pression directement sur mon vérin.
Alors, on voit que je suis aux alentours des 30 bars à peu près de surpression. Le capteur, a priori, est encore vert. On va régénérer une pression manuellement pour voir comment il se comporte. Et on voit bien qu'en arrivant au seuil, pas de problème, ça change de couleur. Et quand j'appuie un peu plus fort, le capteur se met à nouveau en défaut. Je suis sorti de la plage de mesure. Alors ça, c'était très bien. Maintenant, on va faire une vraie surpression. On n'a pas peur de mettre sans jeu de mots sous pression le capteur. Et pour ça, je vais utiliser un vrai marteau, pas un petit engin comme avant. Je vais vraiment utiliser un vrai marteau et on va voir comment se comporte le capteur dans ce cas de figure. Je vais surtout essayer de ne pas casser la maquette parce que c'est le réel challenge en fait, de cette application. Alors, je suis monté à 200 bars de surpression. C'est pas mal, je suis assez fier de moi. Ça fait marrer Luc, mais au moins, je n'ai pas cassé la maquette. Donc on voit là 200 bars de surpression. On va vérifier que le capteur continue à bien fonctionner, mais déjà il est toujours avec son anneau lumineux vert, c'est plutôt pas mal. Et si j'applique la pression manuellement, quand je passe le seuil, il n'y a pas de souci. On voit bien que l'anneau lumineux passe au jaune. Et quand j'appuie vraiment plus fort, il se met en défaut. Je suis sorti une nouvelle fois de la plage de détection. Donc on voit qu'en fait la cellule céramique a cette capacité à absorber les surpressions. 200 bars, c'est quand même pas mal. Donc c'est un des gros avantages de la membrane céramique. Merci Julien. Donc si on veut résumer, à l'instar de la gamme radar qu'on a présentée tout à l'heure, dans la gamme pression, on va avoir aussi deux modèles de capteurs. On va avoir les capteurs de la série 80, donc Vegabar 80 qui sont des capteurs modulaires, un peu comme le Vegapulse 64. Et on va pouvoir l'utiliser avec soit une cellule métallique, soit une cellule céramique, ou des séparateurs même, et avec des boîtiers inox, plastique, ou en matière aluminium. Donc c'est des capteurs qui sont customisables et plutôt dédiés au process, puisqu'ils peuvent travailler sur des températures allant jusqu'à 400 degrés et sous des pressions allant jusqu'à 1000 bars. Donc ils vont avoir des extensions pour pouvoir s'adapter. Et on va fournir une grande variété de raccords process pour s'interfacer à vos process. Donc on a à peu près un peu plus de 250 types de raccords. Donc ça va être du SMS, de l'Union, du Clamp, du Tucanagum. Donc il y a vraiment une grande variété et on va choisir le diamètre et le modèle de raccordement pour s'interfacer sur votre installation. En parallèle de la gamme Vegabar 80, on va avoir une gamme... Ah, il y a un petit problème. C'est bon, c'est revenu. Il y a un petit problème qui est apparu. Donc on va avoir la gamme série 10, 20 et 30. Ce sont des capteurs compacts. Le Vegabar 10, en fait, est un capteur plutôt pour les utilités. On va choisir son capteur avec une échelle de mesure qui n'est pas paramétrable. On le choisit à l'usine au moment de la commande et il est livré avec une échelle de 1 bar. Si on l'a commandé avec 1 bar, on ne peut plus revenir en arrière sur son échelle de mesure. Et comme sur la maquette qu'a présentée Julien, on va avoir une gamme un peu plus évoluée avec le Vegabar 20 et le Vegabar 30. Donc ce sont deux appareils assez similaires donc, qui vont sortir un signal 420 mA et éventuellement des seuils qu'on va pouvoir paramétrer en Bluetooth grâce à une application qui s'appelle VegaTools. Et donc la différence entre ces deux appareils, c'est qu'au lieu d'avoir juste un anneau lumineux sur la tête de sonde, ici on va avoir en plus avec le Vegabar 30 un affichage digital de la valeur de mesure. Donc il peut sortir un signal analogique, j'ai dit, et des seuils en transistor. Mais ils ont une autre fonctionnalité, et on la verra un peu plus tard, c'est de communiquer en IO-Link et de pouvoir discuter en numérique avec un maître IO-Link. Donc voilà la présentation de la gamme pression. Et donc cette gamme pression, elle vient s'accompagner d'une autre gamme de matériel dont on a parlé en tout début et que Julien va nous présenter. Alors en effet, la dernière grande famille des équipements Vega, c'est la détection de niveau. Pour ça, on va une nouvelle fois s'appuyer sur l'animation qu'on voit sur l'écran. Alors là, on peut diviser cette animation en deux parties. Je vais commencer par cette première partie, juste pour vous montrer qu'on peut également faire de la mesure de pression différentielle pour faire du contrôle d'encrassement de filtre. Ici, par exemple, vous avez un filtre de Kieselguhr, qu'on appelle aussi un filtre à diatomée. Et l'objectif, ça va être de vérifier l'encrassement du filtre. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser notamment de la pression différentielle conventionnelle ou électronique pour faire le contrôle d'encrassement de filtre.
La deuxième partie donc, qui va concerner cette fois-ci la détection de niveau, c'est ce réservoir. Alors, la détection de niveau, elle est là pourquoi? Elle va être là par exemple pour éviter un débordement de la cuve quand on fait un remplissage. Donc on va mettre un capteur tout ou rien en tête, en haut de réservoir. Et donc quand le niveau va augmenter, à un moment on va demander d'arrêter le remplissage, sinon on va faire le débordement. On va retrouver également des capteurs montés en pied de bac. Là, l'objectif, c'est d'assurer un niveau minimum de produit dans le réservoir pour assurer la continuité de la production et ne pas se retrouver avec un manque de produits à l'intérieur du réservoir. Alors, pour faire la détection de niveau, on va avoir plusieurs technologies que l'on peut utiliser. On va avoir notamment une technologie qui est très connue, que l'on appelle les lames vibrantes. Les lames vibrantes, c'est comme un diapason. Vous avez votre diapason, vous tapez, il se met à vibrer. Et quand vous mettez le diapason dans un verre d'eau, finalement, on va changer la fréquence de vibration et donc on va détecter la présence produit. Ici, vous avez un des modèles, le modèle le plus compact de lame vibrante qu'on appelle le VegaSwing 51. Et on a une autre technologie qui s'appelle, c'est la famille des VegaPoint, c'est une sonde capacitive avancée et on va le retrouver là, dans ma main. Et donc on voit l'élément sensible ici, c'est la tétine en matériau PIC. Et à partir du moment où le produit va être en contact avec cette tétine, on va détecter la présence produit. Alors, une des spécificités de cet appareil, c'est qu'on peut également avoir le boîtier en tout inox en fonction des requis alimentaires que vous pouvez avoir. C'est une des options possibles. On a également un équivalent qui est le VegaPoint 24, mais cette fois-ci avec une membrane parfaitement arasante. Et donc on va voir finalement comment se comportent les appareils. Parce qu'en fait, quand on fait une mesure, une détection de niveau sur un liquide comme de l'eau ou du jus par exemple, donc un produit très liquide, les lames vibrantes vont très bien fonctionner et les VegaPoint aussi. Par contre, quand on va commencer à parler de produits pâteux comme du miel, de la crème, etc., là il faut regarder comment vont se comporter les appareils. Et Luc, je vais te laisser la main pour que tu nous fasses une démonstration avec de la moutarde. Oui, alors hop, j'enlève le petit bout de papier. Alors j'ai un modèle ici dans lequel j'ai installé 3 capteurs, donc un détecteur à lame vibrante, un détecteur VegaPoint 24 à membrane affleurante, et je vous expliquerai l'intérêt de ce détecteur après, et un détecteur VegaPoint 21 avec la tétine en pic telle que vous l'a présenté Julien. Donc j'ai un petit disque ici, et qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement chercher à vérifier le bon fonctionnement lorsque je vais mettre de la moutarde sur les capteurs. Donc comment ça fonctionne? Donc on voit que les détecteurs sont allumés en jaune, absence produit, et si je mets mon doigt sur le capteur, à ce moment-là, je passe en vert, je détecte la présence de mon doigt. Donc je prends ma moutarde, Senf en allemand. Un petit cours, ça fait du bien de temps en temps. Et je vais emmoutarder les capteurs. Donc j'en mets un peu partout pour que ça marche. Hop, voilà, il y en a partout. Ouais, je mets tout, je suis généreux. Moi, vous savez, je suis toujours généreux. Ok, donc on voit bien que j'ai mis du produit partout. Donc j'incline un petit peu. Donc mes anneaux sont passés en vert. Détection produit. La petite LED jaune qui est ici, c'est allumé pour le détecteur à lame vibrante. Donc je détecte bien présence produit. Donc tout va bien jusque-là. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un process normal? On remplit notre cuve, on la vide, et puis on va voir ce qui se passe lorsqu'on va vider cette cuve. Si ça marche bien, la manip. Donc je vide petit à petit. Et effectivement, la lame vibrante, elle détecte toujours présence produit. Le détecteur à tétine détecte toujours présence produit. Et la membrane affleurante ne détecte plus le produit. Alors pourquoi celui-là marche particulièrement bien? Parce qu'en fait, c'est un détecteur qui combine 2 fonctionnalités. Alors je vais le récupérer ici. Voilà. Il combine 2 fonctionnalités, ce détecteur. En fait, il va faire une mesure d'impédance et une mesure de déphasage de fréquence. Et donc, en fait, c'est un peu comme une voiture hybride. En fonction du trajet que vous allez faire, vous êtes en ville, vous utilisez plutôt le moteur électrique. Vous êtes à la campagne ou sur autoroute, vous utilisez plutôt le moteur thermique. Et là, c'est un petit peu la même chose en fonction du produit qu'il va rencontrer. Il va soit analyser en impédance, soit analyser en variation de fréquence capacitive. Donc voilà tout l'intérêt. Dès que j'ai un produit qui va être colmatant, je vais préférer choisir le VegaPoint 24 qui va m'amener une sécurité de mesure accrue par rapport au VegaPoint 21. Alors si on résume finalement les différentes
les différents appareils que l'on a comme détecteurs de niveau. On a donc la famille des VegaPoint que l'on voit ici, donc les détecteurs capacitifs avancés, avec le modèle d'entrée de gamme qui est le VegaPoint 11. Donc ça, c'est le capteur, comme on dit, d'entrée de gamme. Donc il n'y a pas de réglage possible et il est particulièrement adapté pour les produits à queue. À partir du moment où vous avez besoin de réquisitions supplémentaires, on va passer notamment sur le VegaPoint 21, donc c'est celui avec la tétine. Vous voyez là sur la photo, il y a possibilité de l'avoir avec l'anneau lumineux. Et comme je vous le disais précédemment, on peut également l'avoir avec un boîtier tout inox en fonction en fait, des réquisitions dont vous avez besoin. Lorsqu'on a besoin d'utiliser une version avec un montage parfaitement rasant ou sur des produits un peu comme la moutarde, comme Luc vient de nous le démontrer, on va utiliser le VegaPoint 24 que j'ai en main. Également possibilité d'avoir avec le boîtier tout inox. Et on peut également avoir des montages avec une extension. Dans ce cas de figure, on va utiliser le VegaPoint 23. L'extension va pouvoir aller jusqu'à 1 mètre. Donc si vous avez besoin de faire un montage par le dessus du réservoir pour assurer un seuil niveau haut, par exemple, on va jouer sur la longueur d'insertion pour positionner le seuil au bon endroit. Alors ça, c'est pour la famille des VegaPoint. Et puis on parlait également des lampes vibrantes, le VegaSwing 51. Donc on le retrouve sur la diapo et dans ma main. Donc on voit que c'est une version très compacte. On a également vu qu'il y a une certaine limite aux lampes vibrantes. Sur des liquides, ça marche très bien. Sur des produits qui commencent à être plus colmatants, le capteur atteint ses limites. Autre aspect important, on a vu l'anneau lumineux n'est pas présent sur cet appareil. On a une LED. Donc en termes de visualisation de l'état du capteur, c'est un peu moins sympathique que les VegaPoint. Alors, en complément en fait, de ces appareils, on a fait une construction qui permet notamment de les rendre alimentaires et on a prévu une gamme spécifique d'adaptateurs hygiénique. Alors effectivement, vous avez vu qu'on a présenté des raccords à visser sur nos capteurs, hein, donc que ce soit une lampe vibrante ou un VegaPoint ou un VegaBar. Et en fait, l'idée, finalement, c'est de rendre alimentaires ces raccords à visser. Donc, au lieu de choisir son capteur avec un raccord clamp, puis un autre avec un raccord union, puis avec un autre avec un SMS et ainsi de suite, on n'en prend qu'un avec un raccord à visser et on va tout simplement visser des adaptateurs sur le capteur. Ce qui fait qu'on maintient juste un appareil en stock et éventuellement des contre-pièces en fonction des machines sur lesquelles on veut installer son capteur. Donc, c'est tout simple. Là, j'ai un raccord Tuckenhagem. Donc, ce raccord, je viens le visser sur le capteur. Comme ceci, et je le rends alimentaire à ce moment-là et compatible 3A, EHEDG et conforme à la norme aussi EG1935, ça veut dire que les matériaux utilisés sont compatibles. Donc voilà le gros intérêt de la possibilité de visser ces capteurs, c'est de réduire ces stocks et en fait l'intérêt c'est aussi que cette contre-pièce elle me sert pour le capteur de pression comme pour la lampe vibrante ou le détecteur VegaPoint. En fait, ce sont les mêmes contre-pièces puisque le raccord à visser a été standardisé en termes de filetage, en termes de longueur de filetage. J'ai le même raccord, quel que soit la typologie de capteur. Alors, autre point commun sur cette nouvelle gamme de capteurs, qui est en mesure continue ou en détection de niveau, c'est le fait de travailler en IO-Link. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous apporte l'IO-Link? L'IO-Link, c'est un bus de terrain qui apporte un peu plus de précision de mesure en comparaison du signal 420 mA. En fait, tout simplement, avec l'IO-Link, vous allez communiquer de manière numérique entre le capteur et un mètre IO-Link. Et derrière, le mètre IO-Link va communiquer encore une fois de manière numérique avec du fil bus, de l'Ethernet, vers un DCS, un système de contrôle commande. Donc l'IO-Link vous amène des fonctionnalités en termes de précision, mais vous amène d'autres fonctionnalités de diagnostic, puisque en fait sur le signal numérique, on va renvoyer d'autres informations de diagnostic pour vérifier le bon fonctionnement du capteur. Donc on va pouvoir lire la température au niveau de la cellule de mesure, la température au niveau de l'électronique, les pressions mini-maxi enregistrées par exemple sur un capteur de pression. Mais l'IO-Link vous amène aussi une autre fonctionnalité grâce au master, c'est la possibilité de sauvegarder le paramétrage du capteur. On a adapté le capteur à l'application, j'ai commandé un capteur 0,1 bar et j'ai réglé des seuils à 0,2 et l'autre à 0,8 bar par exemple. Et bien, le master IO-Link peut enregistrer cette information. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt c'est surtout en termes de maintenance par des opérateurs qui n'ont pas forcément de compétences instrumentation.
ils peuvent intervenir directement sur le capteur pour le changer. Et Julien va nous faire une démonstration de comment ça se passe. Exact. Alors pour ça, je vais me déplacer sur cette dernière maquette. Alors ici, on va vous montrer deux choses. Ce que Luc vient de vous expliquer par rapport à l'IO-Link. Et une deuxième chose, c'est aussi la facilité de paramétrage des appareils, notamment par le biais d'un iPad ou d'une tablette, peu importe que ce soit Android, Apple. L'objectif derrière, c'est d'utiliser une application qui s'appelle VegaTools, qui est libre d'accès. Vous la téléchargez sur votre tablette ou votre smartphone et vous pouvez faire la configuration très facilement. Je vais vous montrer ça maintenant. Donc là, on a un VegaPoint avec une configuration usine. Donc on retrouve l'anneau lumineux jaune quand le capteur est en mode découvert. Et quand je vais toucher le produit, je vais passer à l'anneau lumineux vert. Alors, je vais me connecter sur cet appareil. Donc ici, vous avez toute une série de capteurs qui communiquent en Bluetooth. Celui qui nous intéresse, c'est celui avec le numéro de série qui va bien. Le numéro de série, on le retrouve sur l'appareil. Et là, je vais lui demander de se connecter avec. On a vu l'anneau lumineux bleu clignoter, ça veut dire que la communication c'est bien faite. Et là, j'arrive dans le menu de configuration de l'appareil. Ici, on va retrouver notamment l'état découvert, donc avec l'anneau jaune, et à l'état couvert, donc quand je suis en contact avec le produit, l'anneau lumineux passe au vert. Alors, je vous parlais de facilité de réglage. On va faire quelque chose qui est très simple. On va changer, par exemple, la couleur de l'anneau lumineux lorsqu'on est en mode découvert. Donc, je vais aller dans le menu affichage d'état à 360 degrés. Actuellement, on est en conformité avec la norme Namur N907. En fait, c'est une norme que l'on suit pour l'ensemble de nos capteurs qui permet notamment de définir les paramètres par défaut sortis d'usine. Et puis là, je vais demander à faire une configuration individuelle. Et puis, on va choisir, par exemple, le bleu. Donc, à partir du moment où j'ai sélectionné sur la tablette, vous voyez que l'anneau lumineux est passé instantanément au bleu sur le capteur. Si je suis à l'état couvert, donc en contact avec le produit, j'ai l'anneau lumineux vert qui apparaît. Donc ça, c'était un premier aspect. Le deuxième aspect, on parlait de l'IO-Link. Donc on voit que le capteur est connecté avec un câble M12 sur un master IO-Link de IFM, de nos confrères d'IFM. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, nos capteurs sont compatibles IO-Link, peu importe finalement le master derrière. L'IO-Link, c'est un standard, c'est un protocole standardisé, donc on peut utiliser n'importe quel master de n'importe quelle fabrication, fabricant, pardon. Il n'y aura absolument aucun problème. Et puis, une des fonctionnalités, comme Luc l'a dit, c'est la fonctionnalité de restauration. Donc ça, en fait, c'est directement dans les ports du master, on va pouvoir configurer le port pour activer cette fonction de restauration. Et on va mettre en évidence maintenant comment ça se passe en réalité. Donc là, on a fait une configuration sur notre appareil. Et puis, bon, pour une raison X ou Y, je dois faire de la maintenance sur cet appareil. Donc je vais devoir le remplacer, je vais devoir le démonter. Et donc pour ça, je vais aller chercher un appareil en stock ou éventuellement, si j'en ai pas en stock, je vais appeler Vega pour une livraison en quelques jours de l'appareil. Ces appareils, en fait, en une petite semaine, on peut vous les livrer. Si on doit faire une livraison express, on peut même aller un peu plus vite. Donc je vais appeler Vega. Allô Luc, tu peux me livrer un VegaPoint en express, s'il te plaît? Merci. Donc là, je sors l'appareil directement venu du site de production. On va vérifier la configuration d'origine sur cet appareil, vérifier qu'on retrouve bien les anneaux lumineux jaune et vert que l'on avait initialement, si j'arrive à le brancher, voilà, paf. Donc on voit bien l'anneau lumineux jaune, et quand je suis en contact avec le produit, j'ai l'anneau lumineux vert. Donc maintenant, comme on disait, cet appareil, j'ai besoin de faire de la maintenance dessus, donc je vais le déconnecter et je vais le remplacer par celui que je viens de sortir du stock. Donc celui-là, je le mets de côté. Je prends le capteur que je viens de sortir du stock et je vais le brancher. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors normalement, il est censé passer au bleu. Mais la fonction, là j'ai perdu la communication avec la tablette, donc peut-être que la problématique vient de là. Normalement, l'anneau lumineux doit passer au bleu. Et puis quand je suis en contact, l'anneau passe au vert. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le master va envoyer sa configuration enregistrée pour l'injecter directement dans le nouveau capteur, le capteur qu'on vient de sortir du stock, et vous n'avez absolument rien à faire. Bon, après, voilà, il ne faut peut-être pas le faire en même temps que la communication Bluetooth parce que ça peut éventuellement perturber le réglage. Le gros avantage de ça, c'est pour les opérateurs sur le terrain. Quand vous sortez un appareil du stock, vous n'avez pas besoin de refaire la configuration. Vous n'avez pas besoin de vous poser quelle est la configuration que vous devez faire. Vous avez juste besoin de connecter le capteur, donc vous allez gagner énormément de temps quand vous allez faire ce réglage.
Donc voilà pour une des fonctionnalités de l'IO-Link. Ça te fait marrer. Hein. Moi j'ai bien aimé la dernière démonstration. Bon, désolé, ça arrive de temps en temps. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Je vous remercie au nom de Julien et de moi-même de votre participation. Éventuellement, s'il y a d'autres questions qui viennent au fur et à mesure, vous n'hésitez pas à contacter les équipes Vega. On sera ravis en fait, de pouvoir vous accompagner sur vos projets et répondre à l'ensemble de vos questions. On a fini. On a fini. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée. Au revoir.